Eh bien, bonjour à toutes et tous. C'est encore avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour la restitution de ce 21e rapport de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques, également appelé OSFME. Alors, l'OSFME, il est coordonné par l'IRIS en consortium avec nos partenaires Cassini et Enerdata dans le cadre d'un contrat avec la DGRIS du ministère des Armées. Il est coordonné par l'IRIS et il rassemble une équipe d'une vingtaine de chercheurs et de professionnels. Au travers de différents rapports trimestriels, de séminaires, de travaux cartographiques, l'objectif principal de cet observatoire consiste à analyser les stratégies énergétiques des trois acteurs déterminants, la Chine, les États-Unis et la Russie, mais bien évidemment pas que. Le consortium, il vise également à proposer une vision géopolitique des enjeux énergétiques en lien avec les secteurs de la défense et de la sécurité, croiser les approches géopolitiques, économiques et sectorielles, s'appuyer sur la complémentarité des outils, réunir différents réseaux. Alors aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour le rapport intitulé Les stratégies énergétiques et minières des États du Golfe et leurs répercussions sur la sécurité des approvisionnements en France. Et ce dernier, il a été rédigé et illustré par l'ensemble des personnes qui sont présentes, incluant votre serviteur. En tout premier lieu, nous avons le plaisir d'accueillir Candice Roche. Candice Roche, elle est chercheuse en économie et prospective à IFP Énergie Nouvelle. Elle travaille sur la géopolitique de la transition énergétique et sur les stratégies de sécurisation des approvisionnements en métaux. Candice Roche, bonjour. Bonjour. Nous accueillons également David Amselem, qui est cartographe, docteur en géopolitique et cofondateur du cabinet Cassini Conseil. Il est spécialisé dans les enjeux énergétiques au Proche et au Moyen-Orient. Thomas Catin, qui est présent dans cette salle, doctorant en géopolitique et cartographe du cabinet Cassini. Il est spécialisé sur les questions de frontières et de politique migratoire. Thomas Catin, bonjour. Bonjour. Également présent aujourd'hui Frédéric Janin, chercheur au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité à l'IRIS. Il est spécialisé sur les enjeux géopolitiques autour des nouvelles technologies, de la transition bas carbone et des chaînes de valeur de matières premières. Bonjour Frédéric. Bonjour. Également Samir Hamdani, chercheur à l'IRIS, spécialisé en géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et ses travaux portent principalement sur les dynamiques géopolitiques de l'approvisionnement gazier européen. Bonjour Sami. Bonjour. Également ont participé à ce rapport Alexander Stonor, qui est chercheur géopolitique Afrique-Moyen-Orient, et nous remercions également d'autres personnes qui ont collaboré à ce rapport, Alexandre Roussel et Bianca Ferrazza. Alors le changement climatique, il exige des économies mondiales qu'elles se décarbonent et qu'elles réduisent leur production et leur consommation d'hydrocarbures, gaz naturel, pétrole, qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. Et cet impératif, il entre en collision avec le modèle économique des puissances du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, qui ont bâti leur prospérité et leur influence sur la rente pétrolière et gazière. Et la transition énergétique, en redistribuant les cartes de la chaîne de valeur énergétique mondiale, elle érode progressivement les fondations de leur puissance. La perspective d'une baisse durable de la demande en pétrole et en gaz, couplée à une pression sur les prix du baril, les oblige à accélérer la diversification de leur économie. Il ne s'agit plus seulement d'anticiper l'avenir, mais d'en fabriquer un nouveau et des conditions pour un nouveau modèle à travers l'industrie, la finance, le tourisme, les services, bien évidemment le secteur des énergies renouvelables et du secteur minier. Cet après-midi, nous allons explorer ces mutations en nous concentrant sur deux secteurs clés de la transition, les énergies renouvelables et les métaux critiques qui sont devenus les nouveaux leviers de puissance dans un monde en quête de décarbonation. Je vais laisser la parole aux différents rédacteurs de ce rapport avec un objectif simple, 10 minutes par intervenant. Candice Roche, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, peut-être la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Les pays du Golfe ont lancé au cours des années 2010 des stratégies nationales de diversification économique à l'horizon 2030 ou 2050 pour définir concrètement des feuilles de route de la transformation de leur économie. Et côté financier, donc ces stratégies sont soutenues par leurs fonds souverains, le PIF pour l'Arabie Saoudite, le Mubadala pour les Émirats Arabes Unis et la Qatar Investment Authority pour le Qatar. Et donc ces fonds souverains sont chargés de collecter une partie des profits des hydrocarbures pour les flécher vers des investissements de la transformation et de la diversification de leur économie.
Ce sont ces fonds qui permettent véritablement d'avoir des très larges capacités d'investissement dans 2 secteurs, la décarbonation de leur mix énergétique, développement des énergies renouvelables, et les minerais et les métaux, qui sont donc les 2 sujets d'intérêt de ce rapport. Le premier domaine d'investissement concerne le secteur énergétique et le développement des énergies renouvelables. La majorité de l'électricité produite par les pays du Golfe est encore produite à partir de sources carbonées. En fonction des pays, c'est entre 80 à 100%. Or, aujourd'hui, ces pays jouissent de ressources renouvelables très abondantes, notamment solaires, et donc c'est très intéressant pour elles de développer des capacités dans les énergies renouvelables. Mais le deuxième domaine que j'aimerais plutôt approfondir dans cette première introduction, ce sont les stratégies minières et métalliques de ces pays, qui représentent un axe majeur de diversification, qui attire des financements et surtout qui cristallise beaucoup d'ambition. Merci. Donc, à la racine des stratégies minières des pays du Golfe se trouvent 2 contextes, 2 dynamiques qui sont bien sûr liées. Tout d'abord, la baisse anticipée des revenus liés aux hydrocarbures et la montée des besoins en métaux globalement. Pour ce qui est du pétrole et du gaz, les pays du Golfe, Emmanuel l'a dit, ont construit leur économie, leur modèle de développement et aussi leur position géopolitique sur l'exploitation des hydrocarbures, sur leur rente de matières premières. Comme vous pouvez le voir sur les différents graphiques, une très grosse partie de leur PIB, des revenus de leur gouvernement et de leurs exportations est liée aux hydrocarbures. Or, dans un contexte de décarbonation et de sortie progressive du pétrole et du gaz, ces revenus sont amenés à baisser. On estime que, l'Agence internationale de l'énergie estime que la demande de pétrole va être divisée par 4 entre 2025 et 2050. La demande de gaz par 2 et le prix des barils devrait nettement baisser. Donc le constat que font ces pays, c'est que la rente pétrolière qui leur assurait une stabilité économique et géopolitique va disparaître. Deuxième élément de contexte notable, c'est l'importance croissante des métaux dans l'économie mondiale, en particulier dans les technologies de décarbonation, les technologies de défense et la haute technologie. On estime une hausse importante de la demande pour le lithium, le cobalt, le cuivre, le nickel, du fait des besoins de l'électrification des transports et des déploiements des infrastructures liées aux énergies renouvelables. Les besoins sont croissants donc, mais la production reste assez concentrée dans peu de pays. Beaucoup de pays consommateurs sont dépendants des importations. Et donc, il y a un constat général qu'il faut davantage extraire de métaux, que c'est un processus qui est coûteux et qu'il faut sécuriser les approvisionnements. Et donc, dans ce double contexte, baisse anticipée des revenus liés au pétrole et au gaz et importance des métaux critiques, les pays du Golfe voient l'opportunité de développer des stratégies minières pour se positionner comme des acteurs capables de sécuriser l'approvisionnement auprès des différentes puissances. Ces stratégies, elles se déploient sur 5 axes. Je veux bien la slide suivante, merci. Donc, ces 5 piliers de la stratégie minière et métallique, ce qui est important de retenir, c'est que ces stratégies se déploient vraiment sur tous les métaux importants de la transition énergétique et sur tous les segments de la chaîne de valeur. Ces 5 piliers, le premier, c'est le développement d'une industrie minière domestique avec l'exploitation de leur propre sous-sol. Donc pour l'instant, l'Arabie Saoudite est la seule à avoir déployé cet axe des stratégies minières, puisqu'elle a annoncé en 2024 avoir découvert des très gros gisements d'or, de cuivre, de lithium, de terres rares, de zinc, qu'elle évalue à plus de 2500 milliards de dollars. Et elle annonce qu'une grande partie de son territoire est encore inexplorée, donc que de grandes ressources sont potentiellement disponibles. Elle s'appuie sur sa société nationale minière Ma'aden, mais elle essaye aussi d'attirer des firmes internationales puisqu'elle a réformé son code minier pour stimuler les investissements et attirer des firmes internationales. Le deuxième axe de ces stratégies, c'est le développement de capacités de raffinage localement, directement dans les pays du Golfe, car une fois que le minerai est extrait, il faut le transformer en métal pour qu'il puisse être utilisé, et les pays du Golfe jouissent de coûts de l'énergie assez faibles, ce qui leur permet de déployer des fonderies localement et donc de raffiner des métaux. L'un des exemples, c'est les Émirats arabes unis qui ont signé un partenariat en 2024 avec le Zimbabwe pour importer du lithium et le raffiner localement aux Émirats arabes unis. Troisième axe des stratégies, les investissements dans des pays riches en ressources métalliques. Je ne développe pas car je pense que ça sera fait par mes collègues ensuite, mais ce qu'il faut retenir, c'est que soit les fonds d'investissement de ces pays, soit directement leurs entreprises minières investissent largement dans des mines et dans des entreprises, des géants miniers à l'international.
Quatrième pilier, c'est le fait de développer des capacités de production pour des produits en aval de la chaîne de valeur. Donc par exemple des batteries, des véhicules électriques, qui sont des produits à plus forte valeur ajoutée et qui ont une forte intensité métallique. Dernier pilier de la stratégie de ces pays, c'est la stratégie, l'objectif de Hub, qui correspond à l'ambition d'être un centre à la fois logistique, commercial, financier et transformateur des métaux. Les Émirats arabes unis ont déjà une avance notable en termes de hub régional, puisqu'ils sont déjà très bien positionnés sur le marché de l'or. Ils ont un centre d'affaires dédié aux matières premières et des entrepôts logistiques qui leur permettent d'être un chaînon important du marché des métaux. Néanmoins, l'Arabie saoudite espère bien ravir aux Émirats arabes unis cette position de hub, puisqu'ils ont entrepris une stratégie assez offensive en la matière. Donc, pour ce qui est des ambitions saoudiennes, on peut peut-être noter trois éléments importants. D'abord, l'organisation récente du Future Mineral Forum, donc un très grand moment de la diplomatie minérale qui a été lancé en 2022, où se négocient les contrats, où la dernière édition a eu beaucoup de succès. On a plus de 145 pays qui ont envoyé soit des entreprises, soit des délégations. Donc, Riyad essaye vraiment de se positionner en centre de la diplomatie minérale. En 2024, l'Arabie saoudite a émis l'hypothèse de lancer un Saudi Metal Exchange, donc une bourse de métaux spécialisée dans les métaux critiques qui serait capable de concurrencer la bourse de Londres et la bourse de Shanghai. Et finalement, concept peut-être le plus intéressant, elle a proposé l'idée d'une super région, donc cette région géographique qui comprend l'Afrique, le Moyen-Orient et une très grande partie de l'Asie centrale et de l'Asie de l'Ouest, en disant: cette zone est très riche en métaux, elle a besoin d'investissements. Et bien nous, les Saoudiens, nous proposons d'être les financiers de cette région, d'en être le centre économique et logistique, et d'assurer des investissements risqués et ensuite de réorienter ces métaux sur les marchés mondiaux. Donc finalement, l'Arabie saoudite anticipe la perte de sa rente économique et géopolitique qui était liée au pétrole, et elle essaye de véritablement développer une position dominante, non plus sur le marché du pétrole, mais sur le marché des métaux. Merci beaucoup Candice Roche. On va avoir une première carte avec Thomas. Merci. Alors dans cette première carte à l'échelle régionale, nous avons souhaité dresser un état des lieux des stratégies domestiques mises en place par les États du Golfe pour en fait sortir de ce modèle, en tout cas préparer la sortie de ce modèle basé sur la rente pétrolière et gazière. Alors, il y a deux questions qui ont structuré notre réflexion cartographique, et on retrouve en fait ces questions dans la légende. D'abord, c'est quel est le degré de dépendance aux hydrocarbures des États du Golfe et quelles politiques nationales ont-ils mis en place pour diversifier leurs économies et leurs approvisionnements énergétiques. La deuxième question, c'est de savoir, donc au-delà des ambitions politiques affichées, eh bien, quels projets concrets ont été mis en place dans deux secteurs stratégiques, comme vient de le dire Candice, donc les énergies renouvelables et l'industrie minière. Au moment d'élaborer cette carte, on a dû faire face à un défi qui est d'ordre, pour utiliser un mot du jargon, on va dire de sémiologie graphique, en fait, de comment représenter les choses, comment représenter beaucoup de données quantitatives sur une même carte sans nuire à la lisibilité. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est de rassembler toutes les données statistiques qui correspondent à l'échelle nationale dans des bulles qui sont en fait séparées visuellement de l'espace géographique, qui va être réservé aux données géolocalisées, donc les projets en gros. Et s'il faut retenir quelques points de cette carte, c'est tout d'abord que, sans surprise, tous les États du Golfe sont fortement dépendants des revenus des hydrocarbures. Vous pouvez vous référer au demi-cercle rouge. Au minimum, on a 39% des recettes publiques qui dépendent des hydrocarbures. C'est le cas des Émirats arabes unis, mais dans le cas du Qatar et du Koweït, on est à plus de 80%. Donc pour cette raison, ils se sont tous dotés de plans nationaux. Ils apparaissent sur les cartes dans les petits encadrés orange. Des plans nationaux qui sont soutenus financièrement par ces fonds souverains très importants. Ce sont les cercles orange. Si on regarde cette fois les projets, la cartographie assez fine des parcs solaires et éoliens, donc les cercles jaunes pour le solaire et verts pour l'éolien,
Eh bien, on voit que pour l'instant, ce sont les Émirats qui ont le plus investi dans le domaine, même si il y a quand même de nombreux projets qui sont en cours de réalisation en Arabie Saoudite et à Oman. Et comme vous l'a dit Candice, l'Arabie Saoudite est assez spécifique. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays qui investit actuellement dans son potentiel minier. Et au-delà des sites miniers déjà existants, ce sont les losanges violets, ce pays cherche à étendre l'activité extractive et à l'ouvrir à de nouveaux acteurs. Et c'est ce qu'on a voulu représenter avec ces pics violets qui représentent les nouvelles concessions minières qui ont été mises récemment sur le marché. Et je vais laisser la parole à Frédéric pour poursuivre l'analyse. Merci beaucoup, Thomas. On va passer la parole à Samy. Merci. Je veux bien que tu passes la slide suivante, s'il te plaît, Frédéric. Alors, je vais vous parler donc des investissements des États du Golfe à l'étranger, que ce soit dans le secteur des renouvelables ou dans le secteur minier. Premièrement, les renouvelables. L'intérêt des États du Golfe à investir dans les énergies renouvelables à l'étranger, c'est de rester des fournisseurs mondiaux d'énergie, diversifier leurs économies et développer un vecteur d'influence, particulièrement à destination des pays en développement, où la mise en œuvre d'un accès à l'énergie fiable ouvre la porte à d'autres investissements, par exemple l'agro-industrie. L'entreprise émiratie Masdar et la saoudienne ACWA Power sont les fers de lance des stratégies de projection dans le secteur des renouvelables de leurs pays respectifs. Masdar développe des stratégies qui lui permettent de pénétrer tout type de marché, ceux des pays développés, mais aussi ceux des pays émergents en développement. Elle est présente dans plus de 40 pays. Contrairement à Masdar, ACWA Power ne fait pas exclusivement du renouvelable et a une empreinte géographique qui est moins globale, avec une présence dans 14 pays. Les investissements dans le renouvelable sont un vecteur pour la diplomatie multilatérale des États du Golfe, leur permettant de s'afficher comme des acteurs de la transition énergétique qui est engagée à l'échelle mondiale dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, contre le changement climatique. Ça, c'est particulièrement vrai pour les Émirats arabes unis qui accueillent le siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'IRENA, qui est la première organisation internationale à se baser dans un pays arabe. La COP28 des Émirats arabes unis en a été une illustration. Le soft power acquis par les investissements dans les renouvelables et l'engagement dans la gouvernance climatique renforce les pouvoirs en place dans les États du Golfe. Avant de vous faire un tour d'horizon des dynamiques par région, je vais laisser Thomas commenter la carte. Merci Samy. Alors avec cette carte, on prend un peu de perspective puisqu'on se place en fait à l'échelle internationale où l'idée c'est de brosser le portrait des stratégies extérieures des États du Golfe dans le domaine minier et du renouvelable. Je vais commencer en disant que c'est une carte qui a été assez difficile à réaliser. Déjà parce que un des objectifs, c'était évidemment de cartographier de façon la plus exhaustive possible les investissements à l'international. Or, il n'existe pas de base de données en la matière. Donc, avec nos partenaires de l'IRIS, on a dû constituer notre propre base de données en collectant, en croisant, en consolidant de l'information émanant de diverses sources, des rapports, des articles, mais surtout des déclarations officielles des entreprises. Donc, un travail assez important. Le second défi, c'est qu'on voulait aussi éviter de tomber dans une cartographie qui soit trop descriptive. L'idée, c'est toujours de transmettre un message géopolitique. Et donc, plutôt que de cartographier des investissements, on voulait cartographier des stratégies d'acteurs. C'est pour ça, en fait, qu'on a élaboré cette carte un petit peu originale à double entrée, ou alors à entrée croisée, on pourrait dire, avec une première entrée qui correspond aux différents types de figurés qui apparaissent sur la carte. Donc, un figuré égale un type de stratégie d'investissement. Et ensuite, les couleurs qui correspondent à l'acteur, à l'origine d'un investissement ou d'une stratégie spécifique. Et donc, comme l'a bien dit Samy, en gardant ces clés de lecture en tête, au premier regard, on voit très bien que ce sont les Émirats arabes unis, donc en vert, qui se projettent le plus à l'international, suivi de l'Arabie saoudite qui apparaît en orange. Leurs entreprises investissent dans des parcs éoliens et photovoltaïques, ce sont les
cercles sur la carte dans une grande partie du monde, surtout en Afrique, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, et les compagnies émiraties sont aussi très présentes en Europe. On retrouve aussi cette projection dans le secteur minier, surtout en Amérique latine et en Afrique, soit à travers des investissements directs dans des mines, c'est ce qu'on a représenté à travers des aplats de couleurs, soit en acquérant des parts minoritaires dans des grands groupes miniers. Vous trouverez le nom de ces groupes dans les bulles sur la carte. J'aimerais terminer en disant que ces investissements doivent être attachés à une diplomatie multilatérale plus générale menée par ces États qui souhaitent se positionner comme des acteurs clés de la transition énergétique. C'est pour ça que sur cette carte, on a aussi choisi de faire figurer les espaces de gouvernance organisés par ces États, mais aussi les partenariats bilatéraux qu'ils ont signés sur ces questions. Et je te retourne la parole, Samy. Merci. Tu peux rester sur la carte, Frédéric. Alors pour le tour d'horizon, je vais commencer par l'Europe. En Europe, Masdar, donc l'Emirati, s'associe avec des grands noms du secteur énergétique comme RWE, Equinor ou Iberdrola. Les investissements en Europe permettent l'acquisition d'une expertise technologique de pointe que l'entreprise va pouvoir ensuite redéployer dans d'autres zones en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Masdar a notamment participé au développement en Espagne de la première centrale à grande échelle au monde à combiner un système de récepteurs à tour centrale et une technologie de stockage à sel fondu. Elle a aussi pris part au développement du premier parc éolien flottant au monde en Écosse. Donc vraiment des technologies innovantes. En Afrique, où les Émirats arabes unis sont devenus le plus grand investisseur devant la Chine, les entreprises du Golfe, là, sont des véritables leaders de la transition énergétique. Ça passe par le développement d'immenses projets éoliens et solaires, ou encore la volonté de faire de l'Égypte et du Maroc des hubs pour exporter de l'hydrogène vers l'Europe. Mais ça passe aussi par des projets de moindre envergure, tout aussi efficaces en termes d'influence et qui visent à électrifier les zones rurales non connectées au réseau, comme Masdar l'a fait au Maroc et en Mauritanie. L'Asie centrale, le Caucase et l'Asie du Sud sont également des marchés très prometteurs pour les acteurs du Golfe. Les marchés d'Asie centrale sont considérés comme sous-exploités, ce qui en fait des cibles de choix pour les États du Golfe désireux d'étendre leur influence économique et politique. Il est à noter que l'Ouzbékistan est déjà l'un des principaux marchés d'aquapower au monde. Pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est, elle offre d'importantes opportunités pour les acteurs du renouvelable du Golfe, parce que cette région abrite d'importants marchés qui sont encore fortement dépendants du charbon. Un point important pour ce qui est des chaînes de valeur, contrairement aux acteurs occidentaux, les pays du Golfe ne s'inquiètent pas, ou du moins beaucoup moins, du couplage de leur chaîne de valeur avec la Chine. Cette relation économique, elle n'est pas pensée uniquement comme une relation de dépendance, mais vraiment d'intérêt commun. Cependant, les acteurs du Golfe restent conscients des risques et reconnaissent l'importance de diversifier leur chaîne d'approvisionnement et surtout de localiser la production. Par exemple, en 2024, Saudi Aramco a signé un accord de coopération avec China National Building Material Group pour explorer de potentielles collaborations qui visent à établir en Arabie Saoudite des capacités de production de pales d'éoliennes, de réservoirs de stockage d'hydrogène, de matériaux de construction bas carbone et de solutions de stockage d'énergie. Donc ça, c'était pour les renouvelables. Je vais passer aux investissements dans le secteur minier. Donc, comme on l'a vu pour les renouvelables, les pays du Golfe ne sont pas condamnés à être des perdants de la transition énergétique et ils sont également extrêmement dynamiques dans le secteur des minerais et des métaux stratégiques. Aux Émirats et en Arabie Saoudite, deux acteurs ont émergé pour fournir leur pays en minerais. L'International Resource Holding pour les Émiratis et Manara Minerals Investment chez les Saoudiens. Donc la stratégie de l'International Resource Holding que j'appellerai IRH à partir d'ici est d'acheter directement des concessions minières plutôt que de fournir des investissements à d'autres acteurs pour s'approvisionner en matières premières, alors que Manara, elle, vise à sécuriser l'approvisionnement saoudien via des investissements minoritaires dans des projets établis de sociétés minières.
La différence de stratégie, elle peut s'expliquer par le fait que l'Arabie Saoudite dispose de ressources minières sur son propre sol, contrairement aux Émirats arabes unis, qui ont donc besoin d'un plus grand contrôle sur les chaînes d'approvisionnement. Euh, L'Afrique occupe une place déjà centrale dans l'approvisionnement en minerais des pays du Golfe, et ce alors que le potentiel minier de l'Afrique est sous-exploité en raison du manque d'investissement qui est notamment dû aux risques sécuritaires. Dans ce contexte, les acteurs issus du Golfe peuvent jouer un rôle important car les ressources financières dont ils disposent leur permettent de prendre plus de risques, notamment que les Occidentaux, dans leur stratégie d'investissement. En Afrique, on voit déjà IRH se confronter de manière directe aux intérêts chinois, avec plus ou moins de succès. Parfois, l'entreprise arrive à doubler les entreprises chinoises pour la prise de contrôle de mines, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans le développement des projets d'énergie renouvelable, je le disais juste avant, on a constaté une coopération relativement bienveillante entre les acteurs chinois et ceux issus du Golfe. Dans le secteur minier, la concurrence semble plus agressive. Ça pose donc la question de savoir si une intensification de la concurrence dans le secteur minier pourrait tendre les relations dans les autres maillons des chaînes de valeur de la transition énergétique. Après l'Afrique, l'Amérique latine est la seconde région avec le plus de potentiel pour les investisseurs du Golfe, Brésil en tête, et en Asie, c'est au Pakistan pour l'instant que les projets se concrétisent. Euh, un point particulièrement intéressant, c'est la vision holistique des chaînes d'approvisionnement des acteurs du Golfe. La sécurisation de l'approvisionnement en minerais ne passe pas que par les investissements dans les capacités de production, mais aussi par les investissements dans les infrastructures de transport. La mise en cohérence des investissements dans les pays disposant de ressources minières peut même dépasser la complémentarité production-transport pour inclure l'approvisionnement en électricité et parfois même des investissements dans le secteur de la santé. Cette mise en place d'un écosystème d'investissement, c'est une formule qui est particulièrement attractive dans les zones en déficit d'infrastructures comme l'Afrique. La volonté de contrôle des chaînes de valeur des Émiratis les pousse également à s'impliquer militairement. C'est ce qu'on observe en Afrique. Ainsi, le développement de l'industrie de défense émirati, qui est un des objectifs annoncés de la diversification de l'économie locale, nécessite un approvisionnement croissant en minerais, tandis que l'approvisionnement en minerais nécessite le développement des capacités de défense. Également une caractéristique stratégique des orientations des États du Golfe dans le secteur, c'est le non-alignement géopolitique qui est un vecteur d'attractivité pour ces États dans le secteur minier. Pour les pays riches en ressources minières, la montée en puissance des États du Golfe représente une troisième voie alternative à la confrontation des intérêts occidentaux et chinois. La diplomatie américaine elle-même encouragerait les investissements des États du Golfe dans les zones trop risquées pour les acteurs occidentaux, et ce, afin de limiter le rôle de la Chine. Pour les entreprises minières internationales, notamment celles dont les clients se méfient de la Chine, la péninsule arabique représente un lieu entre guillemets neutre pour développer leurs activités comme la transformation. Aux yeux des consommateurs occidentaux, enfin, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont considérés comme des alternatives viables à la Chine. J'aimerais conclure en soulignant l'intérêt stratégique de ces investissements des États du Golfe. Les pays occidentaux déclarent avoir les valeurs démocratiques et les droits civils pour boussole de leur politique étrangère. Pour autant, ces principes n'ont jamais été exprimés avec beaucoup de véhémence à l'égard des monarchies du Golfe, qui ont pourtant des systèmes politiques autoritaires. Cela s'explique notamment par la volonté des Occidentaux de ne pas déstabiliser ces États, qui sont des partenaires stratégiques au Moyen-Orient et garants de la stabilité des marchés énergétiques. La transition énergétique hors des énergies fossiles, en menaçant le statut de puissance énergétique des États du Golfe, induit donc une augmentation du risque sécuritaire pour les régimes qui y sont en place, du fait d'une potentielle remise en question de la complaisance occidentale. Alors, devenir un élément essentiel des chaînes de valeur des minerais critiques devient pour les États du Golfe, au-delà d'une source de diversification de l'économie,
une garantie de sécurité renouvelée par le maintien d'une position centrale dans le système énergétique mondial. Merci beaucoup, Samy. Vous pouvez en profiter pour commencer à poser vos questions sur Internet. Frédéric? Oui, donc après avoir vu les tenants des différentes stratégies des pays du Golfe, notamment sur la question des matières premières pour cette transition, nous avons voulu nous intéresser à ce que je vais appeler les stratégies de localisation, c'est-à-dire comment sur le territoire national de ces pays, ceux-ci cherchent à remonter les chaînes de valeur en acquérant les compétences, le savoir-faire pour la transformation de ces matières premières, notamment sur les éléments dont on a parlé, la voiture électrique, les énergies renouvelables, etc. Et pour ce faire, nous nous sommes intéressés au cas de l'aluminium. Alors, pourquoi l'aluminium? Eh bien parce que c'est une matière polyvalente, de par sa résistance, sa légèreté, sa conductivité, qui le rend extrêmement présent dans un certain nombre de technologies de la transition énergétique, les énergies renouvelables, la mobilité électrique, mais pas que. Elle concerne également aussi tout ce qui va toucher au secteur de la défense. Si vous regardez cette infographie du Hague Center for Strategic Studies, vous vous rendez compte rapidement que l'aluminium est omniprésent ou presque, et par ailleurs il est considéré comme un risque. Un risque parce que, différentes raisons, notamment les volumes qui sont mobilisés, mais parce que sa disponibilité dépend de chaînes de valeur qui sont concentrées. Si on se centre uniquement sur la question de la bauxite, qui est le minerai à la base de la fabrication de l'aluminium, eh bien on se rend compte que malgré une relative répartition géographique, eh bien on se rend compte que l'on n'a que 2 pays qui exportent en quantité, l'Australie et la Guinée, tandis que la Chine agglomère l'essentiel des importations, sachant que celle-ci possède à peu près 60% des capacités de production qu'elle met au service de son industrie locale. Donc, vous l'aurez compris, l'aluminium est une matière qui est un élément de base pour la transition énergétique, qui est stratégique à plein d'endroits, et qui, par ailleurs, est intéressante pour les pays du Golfe qui souhaitent réduire leur dépendance à des importations étrangères, notamment sur les produits de défense et tout ce qui va inclure, encore une fois, la transition énergétique. Et je vais passer la main à Thomas pour retourner sur les cartes. Merci. Donc avec cette dernière carte, on revient en fait à l'échelle régionale pour représenter les différents maillons de la chaîne de valeur de l'aluminium sur lesquels se sont positionnés les acteurs du Golfe, donc de l'extraction du minerai jusqu'à ses débouchés domestiques et internationaux, en passant par son raffinage et sa transformation. Donc c'est pour cela qu'en fait on a divisé encore une fois la légende en 2 temps, qu'on retrouve en fait dans le choix des couleurs. Tout ce qui apparaît en violet sur la carte concerne les activités, on va dire, en amont de la chaîne de valeur, donc les processus industriels qui conduisent à la production d'aluminium primaire. Et ensuite, en bleu, vert et jaune, orange, c'est l'aval de la chaîne de valeur, principalement les exportations et l'industrie locale qui peut profiter de l'aluminium. Donc pour réaliser cette carte, on s'est appuyé sur des sources très connues et fiables. Je pense notamment au rapport de l'USGS ou à la base de données de l'UN Comtrade. Mais on a aussi dû recenser et caractériser à la main les entreprises situées en aval de la chaîne de valeur, ce qui encore une fois représente un travail assez important. Et ce qu'il faut retenir de cette carte déjà, c'est que hormis le Koweït, les États du Golfe sont des acteurs qui comptent sur le marché de l'aluminium en tant que pays producteurs, et là on voit surtout ressortir les Émirats arabes unis et Bahreïn, mais aussi des pays exportateurs. Surtout, il faut insister sur l'approche intégrée poursuivie par 2 États, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, dont les entreprises publiques concentrent l'ensemble des processus de production de l'aluminium. Enfin, on voit bien qu'à travers la création de zones économiques spéciales, il y a une vraie volonté de localisation, cette fois cartographique, donc d'attirer et de concentrer des industries lucratives et parfois stratégiques, qui utilisent l'aluminium produit localement. Et sur ce dernier point, on a voulu montrer une différence assez importante, c'est que dans le cas de l'Arabie saoudite, ce sont surtout des entreprises étrangères qui s'installent, donc ce sont les carrés jaunes, alors que dans le cas des Émirats arabes unis, ce sont surtout des entreprises nationales. Et je vais redonner la parole à Frédéric, qui va vous donner beaucoup plus de détails sur les stratégies de ces 2 États. Merci Thomas. Alors oui, on va d'abord se centrer sur le cas des Émirats arabes unis.
Alors, les Émirats arabes unis sont intéressants parce que ils produisent de l'aluminium en réalité depuis un certain temps, depuis 1979, pour être exact, au travers de son entreprise d'État EGA, Emirates Global Aluminium, qui produisait l'année dernière 2,7 millions de tonnes d'aluminium primaire. Ce qui peut paraître modeste vis-à-vis de la Chine qui produit, en tout cas la même année, 41 millions de tonnes d'aluminium. Malgré tout, les Émirats étaient quand même le premier exportateur mondial en 2023 d'alliage d'aluminium brut avec 1,6 million de tonnes, donc c'est déjà un acteur qui compte. Et ce qui est intéressant, c'est que cette industrie de l'aluminium aux Émirats, elle s'est bâtie avec un apport étranger relativement faible, c'est-à-dire concrètement EGA est totalement sur le contrôle des fonds souverains d'Abu Dhabi et de Dubaï. Et de même pour l'ensemble des entreprises qui gravitent autour de cette entreprise, qui sont majoritairement à capitaux émiratis. Donc tout ce qui va concerner les activités de laminage, d'extrusion, de transformation de la matière, pour ce qui va concerner également l'industrie automobile, on en a parlé, mais également tout ce qui va tourner autour du secteur de la défense. Et c'est là un point intéressant des Émirats, c'est que ce pays ne cherche pas tant à faire de la production, je vais l'appeler en banalisation, c'est-à-dire des gros volumes d'aluminium primaire, il cherche à remonter en quelque sorte cette chaîne de valeur avec des matériaux beaucoup plus compétitifs, beaucoup plus avancés, beaucoup plus techniques. Et c'est le cas de l'aluminium de qualité militaire. En effet, on a dit en amont, l'aluminium c'est une matière qui est importante pour l'industrie de défense, mais par ailleurs, elle est différenciante sur le marché. C'est-à-dire, plus votre aluminium est de qualité, plus cet alliage va être performant en termes de résistance, de légèreté, et de même pour les équipements qu'ils vont équiper. Et aujourd'hui, EGA est un très important fournisseur du conglomérat local de défense qui est Edge, qui produit et exporte déjà des composants pour l'industrie de défense émiratie. Alors maintenant, si on se centre un petit peu sur le cas de la France et de l'Europe, est-ce que c'est problématique ? Ce qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est oui, étant donné que déjà, la France est un important fournisseur de matériel militaire. Entre 2019 et 2023, la France était le 3e pôle d'importation d'équipements militaires vers les Émirats, à peu près 10% de leur équipement militaire, un petit peu moins. Et puis par ailleurs aussi, il y a la question de cette montée en volume et en qualité sur cette industrie de l'aluminium. Si on regarde les capacités européennes, on se rend compte qu'à partir des années 2000, eh bien, on a une diminution de ces capacités de la production d'aluminium en Europe. Donc, bien évidemment, cette question des Émirats qui montent en volume et aussi sur des pans stratégiques comme l'aluminium de qualité militaire peut nous inquiéter. Et je vais prendre un exemple, celui des États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui, donc la première industrie de défense au monde, dépendent d'aluminium de qualité militaire émirati, tout simplement parce que leur propre capacité de production s'est réduit avec le temps ces dernières années, et c'est notamment le cas sur l'aluminium, encore une fois, de qualité militaire. Vous n'avez plus qu'une seule usine aux États-Unis en capacité de fournir l'industrie de défense américaine, et qui dépend aujourd'hui considérablement des exportations émiraties. Donc on peut imaginer le même problème avec la France. Sauf qu'on peut quand même un petit peu nuancer tout ça, parce que les Émirats sont conscients de leurs limites notamment démographiques. Les Émirats sont un pays relativement peu peuplé. Si on regarde les citoyens émiratis, une grande partie des travailleurs sur place sont des travailleurs étrangers. Et par ailleurs, il y a une conscience que, en termes techniques, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour être en mesure de concurrencer frontalement des industries déjà installées. Donc en réalité, la stratégie émirati, c'est plutôt celle de la coopération et de l'interopérabilité. Les Émirats ne cherchent pas la confrontation frontale, elles cherchent plutôt à répondre de manière collective à des besoins sur les marchés, ce qui explique qu'aujourd'hui encore, la France est un fournisseur de matériaux de défense. Et on pourrait après parler également de la construction de data centers communs, mais ça nous emmènera un peu loin du sujet. Mais en tout cas, c'est la coopération qui prime. Et puis en ce qui concerne les volumes, alors Thomas l'a bien expliqué, effectivement, les Émirats cherchent l'intégration cherchent l'intégration industrielle. Pour autant, aujourd'hui, 100% de la bauxite transformée aux Émirats, quasiment 100%, vient de Guinée, avec une entreprise en propriété unique de GA, qui est GAC, qui est donc une filiale de GA en Guinée, sauf que les Émirats arabes unis et la Guinée sont en confrontation, parce que la Guinée exige de GA que la bauxite ne soit plus exportée directement, mais qu'elle soit transformée sur son territoire pour que la Guinée elle-même puisse remonter les chaînes de valeur. Et cela se traduit sur des restrictions
à l'exportation qui ont un impact. L'année dernière, on a quand même eu GA qui a annoncé une baisse de sa rentabilité de 20% quand même. Donc il y a quand même une vraie limitation aujourd'hui et on voit difficilement, en tout cas sur le cas de la bauxite, comment les Émirats à court terme peuvent se diversifier, en tout cas pour l'instant. Alors le deuxième pays qui va nous intéresser, c'est l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, de manière que les Émirats sont intéressantes, parce qu'ils cherchent aussi la question de l'intégration, mais ont commencé beaucoup plus tard à produire. On a même si l'aluminium est considéré comme stratégique depuis les années 70, ce n'est qu'en 2009 qu'on a commencé à avoir une production d'aluminium. Et la force de l'Arabie Saoudite, c'est que le pays est le seul à disposer sur son sol au Moyen-Orient d'une mine de bauxite. La mine d'Al-Baïta, qui est reliée directement au complexe de Ras Al-Khair, qui pour le coup fait de l'Arabie Saoudite le seul pays de la région à disposer d'une industrie intégrée directement sur son territoire, de la mine aux produits finis. Donc ce qui fait que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, malgré un volume qui ne dépasse pas les 900 et quelques, enfin qui est un petit peu moins de 1 million de tonnes, l'Arabie Saoudite produit l'aluminium l'un des moins chers du monde, si ce n'est le moins cher au monde. L'autre différence notable avec les Émirats, c'est que là où Abu Dhabi cherche plutôt à garder un contrôle à 100% sur ses entreprises dans la mesure du possible, la volonté de l'Arabie Saoudite est plutôt d'accélérer, si je peux dire, en procédant à des joint ventures, en s'associant avec des partenaires internationaux. Donc vous voyez un échantillon ici, on va retrouver des entreprises américaines, du Moyen-Orient, d'Asie, ainsi de suite, sur différents volets de la transformation de cet aluminium. Et c'est quelque chose aussi qui déteint aussi sur l'industrie de défense. Car, comme les Émirats, l'Arabie Saoudite veut réduire ses importations en matériaux de défense et profite de cette remontée en compétence sur les chaînes de valeur de métaux critiques, métaux stratégiques, et notamment l'aluminium, pour attirer des entreprises étrangères. L'idée, c'est de dire, nous, on peut vous fournir de l'aluminium à bas prix, qui est essentiel pour cette industrie de défense, avec des coûts de l'énergie moindres, avec un prix du travail moindre, avec des avantages fiscaux, des avantages en termes d'investissement, etc. Donc, venez travailler avec nous sur notre territoire, venez déployer vos infrastructures, vos compétences, former nos employés, et ainsi de suite, pour que l'on remonte les chaînes de valeur, et à terme de ces projets, on récupère les propriétés industrielles. C'est notamment le cas pour ce projet entre SAMI, qui est le conglomérat de défense saoudien, et Naventia, qui est une société espagnole qui fabrique des navires de guerre. L'idée, c'est que Naventia, dans le cadre de cette joint venture, va produire des frégates. Une partie va être produite à 100% en Espagne, une autre partie va être assemblée en Arabie Saoudite pour à terme former les employés et transférer la propriété intellectuelle de la propriété industrielle de ces navires de guerre. Donc, jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite a plutôt tendance à se féliciter de cette stratégie en parlant d'une localisation des dépenses militaires passée de 4% en 2008 à un peu moins de 20% en 2024. Pour autant, on peut se poser la question du fonctionnement concret de cette stratégie. Étant donné que, certes, les autorités saoudiennes annoncent 20% de dépenses sur leur territoire, pour autant, on a du mal à voir concrètement sur quel type d'activité. Et quand on gratte un petit peu, quand on cherche un petit peu, on se rend compte que ce sont en réalité essentiellement des activités d'assemblage de produits importés, de maintenance, ou alors la fabrication de composants intermédiaires dans la production de ces produits finis. Donc en termes de montée en compétences, on ne ressent pas trop. Et puis pour ce qui est de l'aluminium de qualité militaire et par extension matière transformée de haute technologie, eh bien on n'a pas grand-chose concrètement. On a du mal à voir si cette production est significative ou pas, et quand on regarde les exportations saoudiennes, on se rend compte qu'on est plutôt autour de produits semi-finis pour la construction, de boîtes de conserve, d'emballage. Donc on n'a pas l'impression que la montée en compétences soit très significative du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis, il y a un autre frein, et non des moindres, et qui est aussi commun aux Émirats, c'est la question de l'eau. Parce que si on regarde les ambitions saoudiennes, il va falloir produire plus de bauxite, plus d'aluminium, monter en compétences, tout ça va réclamer de l'eau. Et aujourd'hui, c'est pas une surprise, les réserves saoudiennes d'eau sont quand même limitées structurellement, si je peux dire, et par ailleurs de très mauvaise qualité, et tout ça va impliquer plus de dessalement d'eau de mer. Une activité qui est énergivore, qui a un coût, et qui va inévitablement avoir un impact sur la compétitivité de la production saoudienne d'aluminium, et ce qui va restreindre un petit peu cet avantage concurrentiel avec cet aluminium de très bas prix. Donc on peut quand même se permettre un petit peu de douter des capacités de l'Arabie Saoudite à monter en puissance. Enfin, si on recentre sur la question de la France et de l'Europe,
Donc, on a vu cette stratégie émiratie saoudienne est quelque peu à nuancer, mais pour autant, ce sont des acteurs qui comptent aujourd'hui sur le marché de l'aluminium, notamment les Émirats en ce qui va concerner l'aluminium de qualité militaire. Et dans un contexte de réarmement, où on appelle un réarmement européen avec des capacités européennes, une relocalisation des capacités de transformation des matières premières pour soutenir tous ces besoins stratégiques, ça peut avoir un impact. Donc c'est la question aujourd'hui de comment protéger ces entreprises, notamment au vu des restrictions aux importations aux États-Unis, avec ces fameux droits de douane qui pourraient réorienter une partie des capacités émiraties vers l'Europe et qui donc impacter des entreprises comme Constellium qui est un très gros fournisseur européen d'aluminium de qualité militaire, ou alors les capacités également en Norvège, qui sont des proches pays de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il y a la question de comment protéger les entreprises européennes pour soutenir ces besoins stratégiques et limiter l'impact de ces nouveaux acteurs qui entrent sur le marché. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir tenu le temps. Merci. Il y a déjà de nombreuses questions qui nous arrivent. Première question, je vais l'adresser à Candice Roche. Quels atouts des pays du Golfe dans les stratégies minières ? Alors, quels sont leurs atouts? Ça a déjà été un petit peu très bien abordé par Samy, mais leurs atouts, déjà, c'est leur très grosse manne financière. Donc, ils ont des grosses capacités d'investissement. Ils sont capables de prendre des risques, donc d'aller dans des pays beaucoup plus risqués pour les acteurs occidentaux. Et surtout, leur capacité d'investissement, elle est contracyclique. C'est-à-dire que même quand la situation économique se dégrade, là où les acteurs occidentaux vont un peu arrêter d'investir dans le secteur minier, eux peuvent continuer à investir. Alors que les autres acteurs se contractent. Donc d'abord, voilà, les capacités d'investissement. Ensuite, ça a été mentionné par Samy, le non-alignement géopolitique qui peut vraiment être très attractif pour de nombreux pays, notamment africains. L'écosystème d'investissement donc, qui est proposé, effectivement, on propose d'investir dans une mine, mais également de développer des routes, d'avoir des espèces de package de partenariat complet. Et aussi, ces pays n'ont pas de passé colonial. Et ça, c'est important aussi dans les négociations parce que comparé à des acteurs, par exemple européens, dans lesquels cela peut faire ressurgir dans les discussions ce passé colonial, lui, pour les pays du Golfe, il n'y en a pas, donc c'est un atout. D'accord, merci beaucoup. Samy Ramdani, les territoires des États du Golfe ont-ils déjà attiré des investissements d'entreprises européennes dans le domaine des énergies renouvelables ou des minerais ? Tout à fait, je parlais de l'attractivité, notamment de la neutralité, donc comme source d'attractivité. Et on a donc des éléments de la chaîne de valeur du lithium et du lithium qui provient d'Autriche, qui va être par exemple processé en Arabie Saoudite dans une usine de raffinage localement, et ça pour ensuite faire la matière nécessaire aux batteries des BMW en Europe. Et donc on voit que c'est vraiment un attrait qui va au-delà de cette super région qui a été évoquée, donc Afrique, Asie centrale, Asie du Sud-Est, mais que même des acteurs européens dans la chaîne d'approvisionnement, donc pour les BMW, sont concernés. Pour ce qui est des renouvelables, localement, les entreprises travaillent en partenariat avec des Européens, et je pense notamment à EDF qui est en partenariat avec EDF Renouvelable, qui est en partenariat avec Masdar sur beaucoup de projets dans la péninsule. Merci beaucoup. Frédéric, l'uranium fait-il partie des stratégies des pays du Golfe ? Alors oui, effectivement, en ce qui concerne l'Arabie Saoudite a effectivement déclaré disposer de réserves. Pour autant, aujourd'hui, on n'est pas encore au début d'une exploitation de ces réserves-là. On peut s'y attendre dans les années à venir. Pour autant, les énergies renouvelables, c'est une chose, mais lancer, et en tout cas, c'est ce qui est souhaité, c'est ce qui est affiché par l'Arabie Saoudite, lancer une filière de raffinage, d'enrichissement d'uranium, c'est quand même un pas significatif. Là, on va dans un autre cadre juste que les énergies renouvelables, notamment en ce qui va concerner le rapport avec les pays historiques de l'industrie nucléaire, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, même la Russie. Il y a un certain nombre de conditions qui sont imposées aux pays qui souhaiteraient se doter de ces technologies-là. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de le faire? Oui. D'ailleurs, je note que les Émirats arabes unis sont le premier pays de la région à disposer d'une centrale nucléaire en activité, qui par ailleurs est de conception qui vient de Corée du Sud.
C'est le grand constructeur de centrales nucléaires de Corée du Sud qui est sur place. Et ce qui est intéressant, parce que s'il y a un pays qui joue très fort sur la stratégie de localisation, notamment en Arabie Saoudite, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud qui utilise ces stratégies de joint venture pour s'insérer sur le marché. Donc, est-ce qu'elle peut le faire également sur ce volet de l'uranium? En tout cas, ça survit. Merci beaucoup. Est-ce qu'en développant d'autres sources de revenus, les États du Golfe ne risquent-ils pas de ne plus bénéficier de la protection de leur régime autoritaire, du coup un risque potentiel d'être renversé? Finalement, se diversifier, avoir une rente qui ne dépend plus des revenus pétroliers et gaziers, donc peut-être plus volatile, est-ce que c'est un risque pour les régimes? Non, j'imagine que c'est une source de stabilité. La stabilité économique va de pair, je pense, avec la stabilité politique également dans cette zone. D'autres personnes veulent... Moi, je dirais au contraire que, enfin, pour aller totalement dans ton sens, c'est une question de survie. Parce que ces monarchies du Golfe sont... Beaucoup de personnes spécialisées sur la question diront que ce sont des régimes qui sont extrêmement fragiles et qui dépendent essentiellement de leur capacité financière pour acheter la paix. Alors c'est peut-être un raccourci un petit peu rapide, mais en soi, il y a une nécessité de passer sur autre chose pour garantir de nouvelles rentrées d'argent. Et puis il y a la question de la formation aussi du personnel local. C'est extrêmement important, notamment en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, et c'est la volonté, en tout cas du gouvernement en place, de former le personnel saoudien, monter en compétences, créer des industries, créer un corps social en fait au travers de toute cette diversification économique. Donc pour moi, elle est absolument critique et je pense que c'est pas anodin qu'on ait toute cette stratégie, vision pour la diversification. C'est une question de survie, je pense. Moi, je voudrais ajouter effectivement l'Arabie Saoudite, puisqu'on parle de l'Arabie Saoudite, historiquement est soutenue à une alliance avec les États-Unis qui était fondée sur le pétrole. Donc en 1945, le régime saoudien, la monarchie saoudienne échange en fait avec les États-Unis du pétrole contre une protection militaire. Et effectivement, avec la baisse aujourd'hui des revenus anticipés du pétrole, on pourrait se dire que va devenir cette alliance. Et donc, est-ce que la monarchie saoudienne pourrait renouveler une alliance avec les États-Unis autour des métaux? La réponse était plutôt oui, sous l'administration Biden, puisqu'en 2023, il y avait des négociations qui avaient démarré entre le gouvernement américain et les Saoudiens pour dire, en fait, vous pourriez être, vous les Saoudiens, notre porte d'entrée sur tous les métaux en Afrique notamment. Donc, l'Arabie Saoudite irait investir, récupérer ces métaux et après servir ses alliés. Ça, c'était les discussions en 2023. Maintenant que Trump est arrivé au pouvoir, les choses changent, mais ça pourrait être l'un des axes de négociation aujourd'hui entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Il pourrait y avoir finalement un angle ou une page des négociations qui porterait sur les métaux critiques. Et dans ce cas-là, l'Arabie Saoudite pourrait resécuriser à nouveau une alliance de la monarchie grâce aux métaux. Un nouvel accord du Quincy, mais basé sur les matériaux critiques. Mais est-ce que l'Arabie Saoudite, elle a le poids, j'allais dire, un poids aussi important qu'elle a sur le marché pétrolier en fait pour faire ça? Pour l'instant, non. Mais c'est une ambition. Alors, on a tous travaillé et évoqué le concept de super-région. Est-ce que c'est un projet qui est déjà sur les rails ou c'est un rêve? Alors, pour moi, je l'envisage à ce stade comme une représentation géopolitique, une représentation géopolitique donc qui sert à construire un discours, un narratif et qui se veut performatif. Pour moi, on est un peu dans l'incantatoire et donc les Saoudiens, en promouvant ce concept de super région, veulent en faire une réalité concrète. Pour l'instant, on en est encore au stade du discours. Oui, j'ai un peu le même avis, mais je vais prendre l'avis de mes camarades. J'ai l'impression qu'on pourrait presque comparer avec les nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire quelque chose. Alors certes, depuis 2013, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés. Candice Roche, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un projet qui pourrait ressembler un petit peu aux routes de la soie, ou en tout cas avoir une espèce de zone d'influence où l'Arabie Saoudite pourrait se positionner un peu en puissance hégémonique. C'est une question qui est légitime. Est-ce que c'est en concurrence avec les routes de la soie? Or, l'Arabie Saoudite essaye quand même de ménager son allié chinois. Ça a été dit par Samy aussi, le couplage des chaînes de valeur se fait assez bien et sans crainte. Et par exemple, l'Arabie Saoudite a confié aux Chinois l'exploration du reste de son sous-sol. Donc on voit que l'Arabie Saoudite essaye d'avoir une zone d'influence. C'est plutôt incantatoire, comme l'a dit Samy pour l'instant, mais sans trop rentrer en confrontation avec le projet chinois de route de la soie.
Frédéric? Non, je suis tout à fait d'accord. On est sur quelque chose d'un petit peu incantatoire, une ambition formulée. Et puis par ailleurs, moi je la nuancerais parce qu'en ce qui concerne notamment les partenariats qui sont faits sur le sol saoudien, on a quand même beaucoup d'acteurs qui sont assez frileux à s'engager sur par rapport à l'apport concret que peut avoir l'Arabie Saoudite dans ces partenariats. C'est une vraie question pour certains partenaires critiques. Euh, donc en soi, aujourd'hui, est-ce que c'est en compétition avec les routes de la soie? C'est une vraie question, mais je pense qu'on en est encore loin. Thomas Catin? Oui, j'ajouterais peut-être juste une chose. Avec ce concept de super région, on a une vision assez très particulière de la cartographie, où nous on fait des cartes, donc on analyse des phénomènes géopolitiques. Là, on a une carte qui devient en fait, parce qu'il y a une carte qui a été diffusée en plus au forum, une carte qui devient en fait un instrument de puissance au service d'une ambition géopolitique. Et ce type d'usage de la cartographie, c'est quelque chose en fait d'assez classique. En géopolitique, on a d'autres concepts de ce type à différents moments de l'histoire. Vous pensez à quoi, par exemple? Le très controversé espace vital, qui est quand même à l'origine un peu de la réflexion géopolitique, mais vous avez aussi les notions classiques de territoire pivot, par exemple. Merci beaucoup. Question complémentaire sur la super région. Qu'en pensent les pays africains? J'ai presque semé le trouble. Parce que finalement, on voit l'Arabie Saoudite comme un middleman entre l'Afrique et puis l'Asie centrale. Est-ce que finalement, c'est à travers les investissements directs à l'étranger que l'on a, notamment de la part des Émirats, qui sont de facto acceptés par le territoire africain? Est-ce que c'est parce que on parle notamment des Émirats arabes unis comme le premier investisseur en Afrique dans le secteur de la transition énergétique? Est-ce qu'il y a une acceptation de fait ou véritablement les pays africains collent au narratif? Peut-être un élément qui me semble important, c'est est-ce qu'ils veulent chercher une alternative à la voie américaine, chinoise, européenne, en regardant du côté de ces pays-là peut-être, mais je ne veux pas faire de généralité à l'échelle du continent, mais ce qui me semble plutôt être la priorité, et c'est le cas de la Guinée, mais on peut retrouver l'exemple avec d'autres pays, c'est la volonté eux-mêmes de monter les chaînes de valeur. Si on reprend le cas de la bauxite, cette confrontation avec la Guinée, c'est tout simplement parce que la Guinée ne veut plus se contenter d'exporter des matériaux à faible valeur ajoutée qui ne sont pas forcément propres à développer une économie de manière saine. Donc en soi, je pense que ça se fait plutôt au cas par cas. Alors, avoir une alternative aux grands acteurs, ça peut être très certainement intéressant. Il y a la question de la colonisation également qui joue. Mais leur volonté avant tout, c'est d'avoir des contrats qui leur permettent de monter dans les chaînes de valeur pour un certain nombre d'entre eux. Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. En effet, les investissements provenant de la péninsule sont évidemment les bienvenus parce que c'est des investissements supplémentaires et encore une fois, donc c'est une alternative à l'option chinois et occidentaux. C'est le président zambien qui disait c'est pour nous une opportunité de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, si je me souviens bien de l'expression. Et dans le même temps, effectivement, ces pays ne sont pas naïfs, ces pays ont une certaine expérimentation de la prédation, expérience de la prédation dans le secteur, et donc ils sont conscients que ce qu'on leur propose ressemble quand même grandement au type de deals qui sont proposés par la Chine en la matière, et les stratégies émiraties ou saoudiennes ressemblent quand même grandement aux stratégies chinoises en termes d'infrastructure et d'investissement. Et question complémentaire à ma question complémentaire, et qu'en disent les Russes? Parce qu'on parle bien d'une super région qui court jusqu'à l'Asie centrale, donc potentiellement à la frontière russe. Jusqu'en Asie centrale, les Russes aujourd'hui sont vraiment en train de se replier vers cette zone puisque l'Ouest commence à lui tourner le dos, elle-même se désengage. Donc effectivement, on va rentrer dans une compétition de plus en plus exacerbée, mais qui l'est déjà avec la Chine en Asie centrale. Après, j'ai pas d'éléments tangibles à fournir sur la question, mais j'imagine que des synergies vont tenter d'être trouvées comme des discussions ont pu avoir lieu sur les platinoïdes entre Sud-Africains et Russes. J'imagine qu'on peut avoir des dynamiques similaires qui vont émerger dans le domaine des métaux, là où les Russes sont bien placés.
Merci beaucoup. À l'échelle des Émirats arabes unis, observe-t-on une forme de complémentarité et de spécialisation entre les différents Émirats ou une forme de concurrence, rivalité, notamment entre Dubaï et Abu Dhabi? La tendance, à mes yeux, c'est plutôt vers la coopération. Enfin, il faut noter que GA est le résultat de la fusion de deux entreprises, une de l'Émirat d'Abu Dhabi et l'une de Dubaï, dans une volonté d'approche commune pour se positionner en force sur le marché international. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une compétition entre eux, étant donné que voilà, c'est les mêmes acteurs, ils jouent avec les mêmes entreprises, les intérêts sont conjoints. Merci. Un complément, Samy, Candice? Oui, je dirais que la compétition, elle se joue plutôt entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, mais pas à l'intérieur des Émirats. Par exemple, dans le secteur minier, on a des cas où l'Arabie saoudite et les Émirats se retrouvent en fait, à être en compétition pour un contrat d'achat sur une mine dans certains pays africains. Mais c'est une compétition plus globale pour la position de hub dans la région qui se retrouve dans le secteur minier, mais vraiment entre les deux, qui ne se joue pas à l'échelle des Émirats. Pouvez-vous préciser la situation du Koweït qui semble en retrait par rapport aux stratégies présentées? Y a-t-il un problème de manque de ressources ou une autre priorité du fonds d'investissement? Alors le Koweït est politiquement beaucoup moins dynamique que ses voisins. Il y a une certaine inertie politique qui d'ailleurs en ce moment donne lieu à quelques, on va dire, troubles sociaux au Koweït et ça s'exprime dans leur stratégie à l'international. Quand j'étudiais les grands investissements, j'ai pas trouvé énormément de choses concernant le Koweït, mis à part la création d'une co-entreprise avec un grand du secteur en Espagne notamment, qui a donné lieu ensuite à des investissements, je crois, dans à peu près 14 pays dans le monde. Mais sinon, à part ça, bon, le Koweït accueille la banque d'investissement qui réunit les 6 États du Conseil du Golfe. On va dire que c'est son principal rôle, c'est d'accueillir cette structure d'investissement qui est commune à l'ensemble des États du Golfe. Merci beaucoup. Y a-t-il des stratégies d'investissement déployées dans le secteur des énergies renouvelables et miniers dans les pays du Golfe, par les pays du Golfe, dans les Balkans? Tout à fait. Masdar qui est présente absolument partout, est également présente dans les Balkans, avec un projet en Serbie, un projet au Monténégro, et surtout avec l'acquisition d'une entreprise dont le nom m'échappe à l'instant, mais d'une entreprise en Grèce qui va ajouter, si je me souviens bien, 6 gigawattheures à l'horizon 6 gigawatts pardon à l'horizon 2030 dans le portefeuille de Masdar qui vise 100 gigawatts d'ici 2030. Donc les Balkans commencent à devenir importants dans la stratégie de Masdar. Et du côté saoudien, Aqua Power n'est plus présente en Europe, mais lorsqu'elle l'était, c'était via un projet solaire qui était en Bulgarie. Merci. Avec une production si faible, est-ce véritablement un danger pour la BITD européenne et française? Alors, si on parle de l'aluminium, j'imagine, en ce qui concerne les Émirats, quand même, si on se place sur ce segment très particulier, l'aluminium de qualité militaire, on ne fait pas de l'équipement de défense compétitif avec de l'aluminium standard. Il faut des alliages, donc en ce qui concerne les Émirats arabes unis, si effectivement on a un retournement des exportations qui sont faites vers les États-Unis plutôt vers l'Europe, ça peut effectivement être problématique. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, non, je pense pas, les volumes sont moindres, on est sur de l'aluminium de moins bonne qualité, mais malgré tout, ça pose la question de la compétition internationale sur le marché qui va impacter la compétitivité de l'industrie d'aluminium européenne. Mais si on sort maintenant de l'aluminium, parce que l'aluminium n'est qu'un exemple, on peut se poser la question sur d'autres matières premières. Je pense notamment au titane. On a l'Arabie Saoudite qui se positionne sur le titane de qualité aéronautique. Donc pour la France notamment, qui a toute une industrie de l'aéronautique,
Il y a la question de créer de nouvelles dépendances qui pourraient se créer de par cette nouvelle compétitivité qui viendrait d'autres pays à un coût moindre. Donc, il y a quand même un impact, surtout à une époque, pour revenir sur la BITD, où on appelle à une relance de l'industrie de défense, donc à un besoin de matières premières, surtout qu'on le veut d'une manière souveraine, on le veut sur le territoire européen. Donc, nécessairement, ça a un impact. Merci. Où sont les BRICS+, Candice Roche, dans cette équation? C'est une bonne question parce que aujourd'hui, les BRICS+, donc avec les nouveaux entrants, il y a beaucoup de spéculations sur est-ce que ces pays pourraient former un bloc de matières premières et notamment un bloc métallique. Et dans ce cas-là, l'Arabie Saoudite, qui pour l'instant se tient assez proche des BRICS+, n'a pas officiellement rejoint, mais bon, n'a pas rejoint, mais donc reste proche du bloc. Si l'Arabie Saoudite venait à rejoindre les BRICS+, on pourrait voir émerger un vrai bloc métallique qui aurait une position dominante sur beaucoup de métaux critiques, mais il y a plusieurs limites à l'émergence de ce bloc. D'abord, c'est pas comme un cartel, c'est pas comme l'OPEP avec une seule matière première où on aurait un bureau qui fixerait des prix et de la production pour tout le monde. Là, on parle de plusieurs métaux, de plusieurs pays qui sont pas tous alignés politiquement, qui ont des projets de puissance qui sont concurrents. Donc, a priori, là, l'Arabie Saoudite fait plutôt cavalier seul. Et moi, je dirais que son objectif, c'est plutôt vraiment une position dominante à l'échelle de la région et de devenir un très gros partenaire pour, par exemple, des alliés occidentaux en disant, moi, j'ai cette super position sur les métaux, je finance les investissements, je les récupère et après, je peux servir mes alliés et en fonction de mes alliances géopolitiques du moment, orienter les métaux sur les marchés. Où est l'expertise européenne en matière minière dans cette équation? Où avons-nous notre place dans le paysage saoudien ou émirati? Dans les transferts de technologie principalement, donc les Saoudiens sont très friands de joint venture pour justement capter ces savoir-faire et ces technologies, et je pense aussi dans la formation de la main-d'œuvre locale. Question un petit peu complémentaire, pensez-vous que les États du Golfe pourront réellement monter en compétence sur ces questions? Le scénario de la Chine sur les 30 ou 40 dernières années peut-il se rejouer dans la région? Ce qui me concerne, je suis plutôt d'avis que oui en ce qui concerne les Émirats. Parce que les Émirats mettent en place quand même un environnement assez attractif. On voit beaucoup de partenariats qui se font, on voit surtout des entreprises qui se localisent. Je pense à Boeing, je pense à Thales, qui se localisent sur place. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, je suis beaucoup plus sceptique. Parce qu'on voit très bien qu'un certain nombre de partenariats, en tout cas, quand on discute avec des acteurs qui sont sur place, le système saoudien pour accéder à toutes ces facilités de financement, etc., ce système de joint venture est vu comme assez contraignant en fait. Assez contraignant, et par ailleurs il y a la question de l'image. Autant les Émirats ont plutôt une bonne image à l'international, autant l'Arabie Saoudite, on a quand même l'antécédent de la guerre au Yémen, on a l'antécédent de l'affaire Khashoggi. Enfin, si on prend par exemple le cas de l'Allemagne, l'Allemagne a été extrêmement critique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, vis-à-vis que ça soit de l'affaire Khashoggi, que ça soit question des droits humains, de la guerre au Yémen. Et aujourd'hui, on a très très peu d'entreprises allemandes qui se positionnent, pour ne pas dire aucune. Enfin, je ne vois pas de partenariat, en tout cas, j'en ai pas de tête. Donc, je pense que les Émirats, oui, vont devenir un partenaire assez privilégié dans pas mal d'industries, dans pas mal de pays, dans des relations de coopération, d'interopérabilité pour créer des alliances stratégiques, etc. Donc, vraiment, il y a un potentiel, je pense, qui est beaucoup moins présent en ce qui concerne les Saoudiens. En tout cas, c'est sûrement vrai dans le secteur aluminium et dans ce que tu as pu voir. Moi, dans ce que j'ai étudié sur les investissements des renouvelables, on voit quand même que les Saoudiens et les Allemands ont un partenariat spécifique très très profond sur la question de l'hydrogène, par exemple. Et l'affaire Khashoggi n'avait pas empêché les Allemands de remplir leur raffinerie de pétrole saoudien à l'époque, tout de même. Merci. Quelle est la place de la Turquie dans cette équation particulière? Non, mais vas-y, c'est bon. La Turquie,
peut à la fois être un partenaire à certains endroits, mais surtout un concurrent. La Turquie essaye aussi de se positionner dans le secteur minier avec des acteurs en croissance. La Turquie aussi exerce une influence politique et militaire dans les mêmes zones où se positionnent les États du Golfe. Et je pense principalement donc à la Corne de l'Afrique, où on voit s'alterner des bases militaires turques et des emprises émiraties. Donc principalement une concurrence qui va se cristalliser dans la Corne de l'Afrique. Et pour ajouter, il y a aussi, alors je laisserai le fond de la question des experts des questions de défense, mais il y a aussi la question de joint venture sur les secteurs militaires, avec notamment la question de construire un avion de combat turc avec des partenaires étrangers, et il y avait la question de la participation de l'Arabie Saoudite. Donc ça peut être vu pour les pays de la région également comme un partenaire sur ces questions-là, pour la création d'une base industrielle de défense alternative. Enfin, quoique les Turcs sont déjà bien implantés sur pas mal de secteurs et sont des partenaires, je pense notamment à la question des taux. Oui, et je pense que la présence turque, enfin, notamment pour l'Afrique, est vraiment complémentaire de la présence d'autres puissances traditionnelles et de puissances émergentes. Par exemple, pour le Niger, les mines donc, que les Français ont dû quitter ont été reprises par des acteurs turcs, pour l'uranium notamment. Donc je pense qu'il y a une compétition en Afrique entre des puissances émergentes comme l'Arabie Saoudite et la Turquie pour l'accès à certaines ressources, et notamment les ressources minières. Cette dynamique minière ne risque-t-elle pas de créer des phénomènes de croissance appauvrissante pour les pays qui sont en bas de la chaîne de valeur? Donc plutôt sur l'extraction. C'est ce qui est dénoncé par les Guinéens vis-à-vis de cette exportation de bauxite sans transformation locale, ce qui peut être, en tout cas, oui, ce qui est une problématique récurrente. Oui, c'est la problématique assez traditionnelle de la malédiction des ressources finalement, donc des pays très riches en matières premières qui restent sur un segment avec peu de valeur ajoutée et parfois des phénomènes de prédation de la part d'industries étrangères. C'est pour ça que la question se pose. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer, mais est-ce que certains pays vont mettre en place des restrictions aux exportations sur leurs matières premières, comme ça a été le cas en Indonésie par exemple sur le nickel, pour obliger à une montée en gamme localement, donc obliger par exemple des entreprises étrangères à raffiner localement les métaux pour que ces pays riches en ressources captent une partie de la valeur ajoutée et ne restent pas sur un segment à faible valeur, mais pour l'instant c'est pas encore le cas majoritairement en Afrique. Effectivement, croissance appauvrissante théorisée par Bagouati. Dans cette super région, est-ce qu'un projet de type Desertec pourrait voir le jour? J'ai pas le projet de Desertec. Vous n'avez pas le projet Desertec, un grand projet d'installation d'énergie renouvelable pour aller alimenter une zone de forte consommation? Ah oui, c'est le cas un petit peu en fait des nouvelles villes un peu futuristiques portées par l'Arabie Saoudite où on a des très gros projets de villes touristiques avec de l'entertainment et qui devraient être alimentés en grande partie par du renouvelable ou par des grandes fermes. Donc oui, ça pourrait voir le jour. Ouais, alors la Desertec, c'était en Afrique du Nord pour alimenter notamment la plaque européenne d'électricité. Hein. Donc là, je pense que la question était beaucoup plus envisagée sur possibilité que cette région devienne un hub de production d'énergie renouvelable à très très grande échelle pour notamment une consommation dans des zones proches et notamment on pense à l'Asie. C'est l'idée notamment qui a été avancée par les Émiratis principalement, mais les Saoudiens s'y raccrochent. Et les Émiratis investissent notamment dans les câbles électriques à longue distance, dans le but justement, dans l'espoir futur, de pouvoir exporter de l'énergie renouvelable. Les Émiratis sont en train de développer un projet à destination de l'Inde, où du coup là, enfin, l'électricité renouvelable pourrait aller dans les deux sens en jouant avec le décalage horaire justement entre l'Inde et la péninsule arabique pour avoir une optimisation de l'énergie, de l'usage de l'énergie solaire. Et on voit également les Émiratis se positionner pour des exportations à destination de l'Europe, avec notamment leur intérêt pour le Great Sea Interconnector, qui est ce projet qui va relier dans un premier temps Grèce à Chypre, puis ensuite, s'il se réalise comme il ambitionne de le faire, de Chypre à Israël.
Et donc, si on a une normalisation qui se poursuit des relations entre les États arabes et Israël, on pourrait très bien avoir de l'électricité qui partirait de la péninsule, passerait par Israël, direction l'Europe ensuite. Effectivement, tout est question d'interconnexion électrique. Quid du India Middle East Europe Economic Corridor, l'IMEC? Est-ce que vous en avez entendu parler? Pardon? L'India Middle East Europe Economic Corridor. l'IMEC. Tout à fait. Justement, le câble électrique dont je parlais en fait partie. C'est quelque chose qui a été un petit peu freiné par du coup on va dire l'intensification du conflit israélo-palestinien, puisque du coup Israël est aussi un pivot dans ce projet, et ce projet est notamment porté par une plateforme qui réunit États-Unis, Inde, Israël et Émirats arabes unis. Et donc voilà, donc on a une volonté de faire transiter de l'énergie renouvelable et de la technologie de la transition énergétique via ce corridor. Qu'en est-il du titane en Arabie Saoudite? Effectivement, on a vu des déclarations de l'Arabie Saoudite pour valoriser du titane pour l'industrie aéronautique. Pour l'instant, mes connaissances, c'est des volumes. Alors, il y a déjà des capacités de raffinage, des capacités de transformation si on abuse de titane sur place. Après, il y a la question de la matière première, il y a des réserves qui auraient été identifiées, qui seraient exploitables. Donc, c'est une projection, mais en tout cas, les Saoudiens se positionnent là-dessus, de la même manière que les Émiratis le font sur l'aluminium de qualité supérieure, l'Arabie Saoudite le fait sur le titane. Dans les investissements directs étrangers, y a-t-il des engagements en matière de développement local pour les zones d'exploitation? Dans les projets d'investissement direct étrangers, notamment des Émirats arabes unis ou d'Arabie Saoudite, y a-t-il des engagements en matière de développement local? Dans le sens où on voit quand les Chinois investissent dans des projets renouvelables, généralement ils font tout venir de chez eux, y compris la main-d'œuvre, alors que Masdar notamment essaye au maximum d'avoir recours à de la matière première locale quand il s'agit par exemple de ciment ou de ce genre de matériaux, et également d'embaucher au maximum de la main-d'œuvre locale, ce qui peut servir d'argument pour réussir à se positionner et à doubler les Chinois pour saisir certains marchés. Je reviens sur une question qu'on a posée tout à l'heure. Comment la Russie perçoit-elle les investissements du Golfe dans les Balkans, en Serbie et au Monténégro notamment? Je ne sais pas si vous pouvez répondre dans les détails. Je ne sais pas. Après, ces pays sont pas non plus des précarés russes d'un point de vue économique. Quand vous allez dans les Balkans, chaque bâtiment a son sponsor d'affiché sur le bâtiment, et vous passez d'un bâtiment sponsorisé par le Qatar, par l'Union européenne, et très rarement la Russie. L'argent vient plutôt du Qatar, de la Turquie et de l'Union européenne dans les Balkans. En quoi les stratégies du Golfe diffèrent-elles de celles d'autres grands producteurs comme la Russie ou la Chine? Il y a pas mal de similarités quand même en ce qui concerne la Chine sur la remontée des chaînes de valeur. On prend la question par exemple de la voiture électrique. L'industrie chinoise de la mobilité électrique s'est fait au travers de joint ventures. Alors il me semble qu'à l'époque c'était Mercedes, je me trompe peut-être, mais la question était de permettre à des entreprises étrangères de pénétrer le marché chinois en échange d'une formation d'une joint venture avec des échanges technologiques, pour qu'en fin de compte ce constructeur se retrouve concurrencé par la Chine elle-même sur son propre marché et finalement être évincé. Donc en soi, en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, en tout cas, c'est assez similaire quand même. La logique est un petit peu la même. En ce qui concerne les Émirats, c'est vrai qu'on a moins cette logique de joint venture. C'est une stratégie, à mon sens, qui s'inscrit plus dans le temps long, la constitution de capacités nationales, et on est beaucoup plus dans la coopération, la recherche d'interopérabilité. Voilà, on n'est pas dans la compétition. Mais côté saoudien, c'est vrai qu'il y a pas mal de similarités. Les projets comme Neom en Arabie Saoudite sont-ils crédibles et durables? Candice? Durable, c'est pas à moi de le dire.
crédible. Pour l'instant, il y a des importants moyens financiers qui sont mis pour développer ces villes. Après, ce sont des projets qui prennent beaucoup de retard par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc, bon, c'est assez dur de dire aujourd'hui est-ce qu'ils vont voir le jour ou pas. Mais crédible, oui. Durable, pas certain. On le verra dans quelques années lors d'un prochain rapport. La production des technologies bas carbone peut-elle être au final rentable dans les pays du Golfe au regard des avantages comparatifs de la Chine? Bah, je pense que les États du Golfe peuvent disposer également d'avantages concrets. Et le premier, c'est un accès à une énergie très, très peu chère, ce qui permet de diminuer le coût de n'importe quelle production locale. Et s'agissant de la main-d'œuvre, on a une volonté de monter en compétences locales, ce qui induit du coup une augmentation des coûts de la main-d'œuvre qui va être progressif, mais on n'est pas non plus à des coûts qui sont ceux qu'on peut trouver en Europe ou en Amérique du Nord encore. J'aimerais rajouter quelque chose là-dessus, parce qu'on n'a pas posé la question, mais la question de cette production de raffinage de matières premières dans les pays du Golfe, la question de la décarbonation, on l'a dit, afin de protéger les industries européennes, il va falloir mettre des mesures. Il y en a une en particulier, c'est la taxe carbone aux frontières. Si on regarde quelques modélisations qu'on peut trouver, on voit que la mise en place de cette taxation potentiellement pourrait faire de l'aluminium, par exemple norvégien, si on prend l'exemple en Union européenne, mais de l'aluminium norvégien, beaucoup plus compétitif que celui en provenance des pays du Golfe. Ce qui serait un avantage, mais pour autant, il y a la solution pour ces pays du Golfe de décarboner leur production. Et je pense aux Émirats. Les Émirats investissent beaucoup dans un projet qui s'appelle Celestial, qui vise à faire de l'aluminium à partir d'énergie renouvelable. En tout cas, l'aluminium bas carbone. Et ça serait un moyen pour eux de continuer à exporter dans ces pays qui mettent en place ces restrictions. Donc, quelque part, c'est pas tellement une question de est-ce que les renouvelables vont être rentables ou pas. Je pense que c'est une question que il va falloir y passer un moment ou un autre pour accéder à un certain nombre de marchés sur plein de secteurs industriels. Et donc, en tout cas pour les Émirats, mais même aussi en Arabie Saoudite, c'est l'idée au travers de tout ce programme pour la fabrication d'hydrogène, c'est d'avoir une industrie qui s'inscrive dans les temps futurs et la recherche de décarbonation pour continuer à s'exporter à l'international. Donc après, si on reprend l'exemple de Celestial, donc c'est de la production d'aluminium à partir d'énergie solaire, on est sur des toutes petites productions quand même. Hein. De mémoire, je crois qu'on est à 3% dans le cadre en plus de projets bien définis. Donc bon, c'est pas pour demain, mais je pense que c'est surtout ça que les pays du Golfe ont en tête. Quelles tensions régionales ou internationales peuvent naître de ces nouvelles orientations stratégiques? Eh bien, l'accessibilité à un certain nombre de matières premières pour les industries, dans cette démarche de réindustrialisation. Je reprends l'exemple du réarmement européen, du relancement des industries de défense européennes. Il va falloir accéder à un certain nombre de matières premières en limitant les intermédiaires, ainsi de suite. Donc si on a de nouveaux acteurs qui viennent et qui veulent récupérer ces matières premières pour faire leur raffinage chez eux, et ainsi de suite, on peut aussi avoir de la rétention. Enfin, voilà, on a quand même un certain nombre de choses. Pour peut-être répondre, je pense que ça va dépendre de la façon dont ces pays se positionnent sur les marchés mondiaux. Donc soit, par exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure de quelle est la différence entre les stratégies de ces pays du Golfe et par exemple la stratégie chinoise, pour ce qui est par exemple des métaux. La Chine, elle essaye de sécuriser ses approvisionnements, donc elle va essayer d'acheter des mines, elle va prendre la main sur des productions pour pouvoir sécuriser ses propres approvisionnements et voilà, servir ses propres intérêts. Les pays du Golfe, eux, ils sont en train de jouer, on l'a dit, leur diversification économique et leur position dans le système international. Donc l'idée, c'est essayer d'être une espèce de puissance intermédiaire, capable d'aller investir, récupérer des métaux. Et donc, en soi, c'est pas forcément une position menaçante, par exemple, pour les Occidentaux. Si derrière, c'est assorti de partenariats d'approvisionnement, de sécurisation, de dire vous investissez pour nous, mais après, nous, on vous achète ces produits-là, c'est pas forcément dangereux ou menaçant. Contrairement par exemple aux positions chinoises ou russes, et on pourrait même dire pour l'instant américaines, qui peut-être, avec la présidence de Trump, cherchent d'abord à servir leurs propres intérêts et n'est pas dans une logique d'approvisionnement collectif au sein des alliés. Donc la position n'est pas forcément menaçante, mais ça dépend des accords qui vont être signés par la suite.
Dernière question, y a-t-il des programmes de montée en compétences en termes de formation et d'éducation dans les pays du Golfe sur ces questions? Tout à fait, notamment dans le cadre de la super région. Il est prévu d'ouvrir des centres de formation à l'étranger et notamment les Saoudiens travaillent avec les Indiens sur la question de la montée en compétences et le but est d'ouvrir un centre de formation en Inde sur ces questions pour des transferts de savoir-faire et de technologie. Et les Saoudiens, du côté, donc ça c'est pour le secteur minier, du côté des renouvelables, les Saoudiens, Aqua Power, a également ouvert un centre d'excellence en Chine qui vise à l'innovation dans les technologies de la transition énergétique. Merci beaucoup Samy. Eh bien, écoutez, nous avons eu beaucoup de questions. Nous vous remercions infiniment de votre attention et encore une fois, retrouvez-nous sur les différents sites pour lire toutes les publications de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques, également appelé l'OSFME, qui, je le rappelle, est coordonné par l'IRIS en consortium avec nos partenaires Cassini et Enerdata dans le cadre d'un contrat avec la DGRIS du ministère des Armées. Nous vous souhaitons à toutes et à toutes une excellente après-midi. Merci beaucoup.